Un jour des plus ordinaires. Le soleil se lève et s'élève dans le ciel de l'Est. Mais alors que ses rayons illuminent le monde, nul ne peut se douter qu'une étrange transformation est sur le point de commencer. Petit à petit, une légère encoche apparaît dans le cercle parfait du soleil. Elle grossit un peu plus à chaque minute, et au bout d'une heure, plus de la moitié du soleil a disparu. Le jour est devenu sensiblement plus sombre, et les ombres se démarquent davantage. Alors que le soleil est réduit à un mince croissant, les oiseaux s'agitent, affolés par cette nuit qui arrive bien trop tôt. Et puis l'obscurité s'installe. Dans le ciel, un spectacle étrange, presque magique, s'offre à nous. À la place du soleil, on dirait qu'un trou noir parfaitement rond a été percé dans le ciel. Tout autour, on peut voir une aura blanche et fantomatique. Le monde ne peut être que captivé par la beauté éthérée d'une éclipse totale du soleil. On ne peut qu'imaginer comment nos ancêtres préhistoriques ont dû réagir devant cet incroyable phénomène naturel, surtout s'il s'est produit sans prévenir. Pour eux, une éclipse totale devait ressembler à la fin du monde, ou peut-être à un signe des dieux. Et pourtant, aussi impressionnante que puisse être une éclipse, il est encore plus impressionnant de savoir que l'homme de l'Antiquité avait compris ce qui les provoquait, mais aussi comment les prévoir. La clé, c'est de comprendre qu'une éclipse implique à la fois le Soleil et la Lune. Une éclipse solaire a lieu quand la Lune passe devant le Soleil, projetant ainsi son ombre sur la surface de la Terre. Et quand la Lune se trouve de l'autre côté de son orbite, c'est-à-dire quand elle se trouve dans l'ombre de la Terre, il se produit une éclipse lunaire. Mais savoir avec précision quand une éclipse va se produire représente un défi plus conséquent. Même si la Lune fait le tour de la Terre une fois par mois, les éclipses ont lieu bien plus rarement. La plupart du temps, du fait de la légère inclinaison de l'orbite de la Lune, les ombres projetées par la Lune et la Terre ne s'alignent pas tout à fait de la bonne manière. Seules 4 ou 5 éclipses par an sont possibles. Elles vont souvent de pair, une lunaire et une solaire. Certaines de ces éclipses sont partielles, ce qui veut dire que le Soleil n'est qu'en partie bloqué, ou que la Lune n'est qu'en partie dans l'ombre. Si on ne s'y attend pas, ces éclipses passent souvent inaperçues. D'autres éclipses ont lieu quand le temps est couvert, ou sont visibles depuis les recoins les plus isolés de la planète, comme en Arctique ou en Antarctique, où peu de gens peuvent les observer. Quand toutes ces variables sont prises en compte, on comprend que peu de personnes ont la chance de voir plus de quelques éclipses au cours de leur vie. La plupart seront des éclipses de lune. Quand celles-ci ont lieu, elles sont observables partout où la Lune est visible, ce qui concerne la moitié de la planète à n'importe quel moment. Cela veut aussi dire que nos ancêtres préhistoriques avaient probablement conscience de l'existence des éclipses. Mais il a fallu attendre que les observateurs du ciel commencent à relever leurs apparitions sur plusieurs générations pour qu'on ait conscience du rythme des éclipses sur le long terme. Ce rythme est appelé le Saros. Des astronomes l'ont découvert aux environs de 750 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, l'actuel Irak. Ils sont parmi les premiers à remarquer que des éclipses lunaires avec des caractéristiques très similaires semblent se répéter tous les 6585 jours, c'est-à-dire tous les 18 ans environ, une période correspondant à un Saros.
Les éclipses solaires suivent également ce modèle. Mais les peuples de l'Antiquité avaient plus de mal à le détecter, parce que les éclipses de soleil, comprises dans une période de 18 ans, ont lieu dans différents endroits du monde. Voici par exemple une image spectaculaire d'une éclipse totale du Soleil observée au Mexique en juillet 1991. La prochaine éclipse de cette série a eu lieu comme prévu 18 ans plus tard, en juillet 2009. Mais elle était visible en Chine. Il faut 3 Saros, ou environ 54 ans, pour qu'une éclipse de soleil similaire apparaisse à peu près dans la même région du monde. Toutefois, il existe des preuves que Thalès, l'astronome grec, est parvenu à prédire une éclipse solaire aux environs de 585 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, de telles observations sont très utiles pour la science. De nos jours, les astronomes peuvent calculer une estimation du lieu où les éclipses auraient dû être observées et les comparer aux relevés des astronomes de l'Antiquité. Les différences révèlent de légers changements dans la rotation de la Terre sur des milliers d'années. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent prédire les lieux et les dates exactes des observations des éclipses, mais ça ne les rend pas moins intéressantes. Au lieu de ça, le mystère des éclipses a fait place à l'anticipation. Beaucoup espèrent pouvoir assister un jour à l'un des spectacles les plus époustouflants de la nature. Même si l'apparition d'une éclipse peut être calculée à la seconde près, les observateurs savent que le résultat final réserve toujours des surprises. Pour les éclipses lunaires totales, la plupart de ces surprises proviennent de l'atmosphère de la Terre. Lors d'une éclipse lunaire, la Lune passe d'abord dans l'ombre extérieure de la Terre, aussi connue sous le nom de pénombre, une zone où seule une portion de la lumière du Soleil ne peut atteindre la Lune. La phase pénombrale de l'éclipse passe presque toujours inaperçue. Plus tard, la Lune pénètre parfois dans la zone d'ombre de la Terre. À ce stade, une éclipse lunaire partielle commence et une partie de la Lune sombre progressivement dans l'obscurité. Mais même si l'éclipse lunaire est totale et que la Lune pénètre entièrement dans l'ombre, elle ne disparaît pas pour autant. Au lieu de ça, une portion de la lumière du Soleil est réfractée ou pliée avant d'atteindre la Lune, au moment où elle traverse l'atmosphère terrestre. La lumière prend une teinte rougeâtre parce que les rayons rouges sont ceux qui traversent le plus facilement l'atmosphère, comme on peut l'observer au coucher du Soleil. Mais la couleur et la luminosité de la Lune éclipsée dépendent de la quantité de lumière solaire qui parvient à passer. Quand l'atmosphère supérieure de la Terre est dégagée, la Lune prend une couleur cuivrée. Quand elle est un peu encombrée, le résultat est une éclipse lunaire pourpre foncé ou même marron. Un exemple très marquant a eu lieu après l'éruption du mont Pinatubo dans les Philippines en 1991. Cette éruption volcanique était la plus importante depuis plus d'un siècle. On estime qu'elle a soulevé près de 20 tonnes de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Elle a eu pour effet de produire une couche de brume épaisse qui a duré plusieurs mois. Et lorsqu'une éclipse lunaire a eu lieu en décembre 1992, la Lune était si sombre qu'elle a presque disparu. Les éclipses solaires ont également des apparences variées, mais elles s'expliquent le plus souvent par le lieu d'observation. Pour se retrouver au bon endroit au bon moment, il faut souvent s'organiser à l'avance. Lors d'une éclipse de soleil, l'ombre de la Lune recouvre la surface de la Terre. L'éclipse du Soleil sera au moins partielle dans toutes les parties du monde où l'ombre est projetée. Mais pour voir une éclipse totale, il faut se trouver proche du centre de l'ombre de la Lune, dans une zone qui ne fait souvent qu'une centaine de kilomètres de large, selon la latitude. Cette partie centrale de l'ombre est une longue zone fine qu'on appelle la bande de totalité. De chaque côté de cette bande, l'éclipse solaire n'est que partielle.
À l'intérieur, les observateurs peuvent profiter du spectacle d'une éclipse totale du Soleil. Se trouver sur la bande de totalité vaut vraiment le coup, parce que c'est le seul endroit où on peut observer les effets les plus théâtraux de l'éclipse solaire. D'ailleurs, une éclipse partielle et une éclipse totale du Soleil sont comme le jour et la nuit. Même quand elle n'est que partiellement visible, la surface flambante du Soleil, qu'on appelle la photosphère, éclipse le reste du ciel. Mais une fois que la photosphère est entièrement masquée par la Lune, une fine ligne de l'atmosphère extérieure du Soleil apparaît. C'est la couronne solaire. Elle est constituée de particules ionisées qui ont été expulsées de la photosphère et chauffées à des millions de degrés. La structure de la couronne est semblable à celle d'une plume et déterminée par un puissant champ magnétique qui est généré à l'intérieur du Soleil et qui s'étend très loin dans l'espace. Le champ magnétique change en suivant un cycle de 11 ans, ce qui explique l'apparition de taches solaires, des régions plus sombres et plus froides à la surface du Soleil. Quand le cycle de taches solaires est à son apogée, la couronne a tendance à être plus ronde et symétrique. Quand on observe peu de taches solaires, la couronne est plus longue et plus fine. C'est cette version allongée de la couronne qui pourrait avoir inspiré l'ancien symbole égyptien du soleil ailé. Une éclipse totale du Soleil offre une chance rare d'étudier les longues volutes et les filaments de plasma qui sont confinés dans le champ magnétique du Soleil. On les appelle des protubérances solaires. Au milieu d'une éclipse totale, quand le Soleil est entièrement couvert, les protubérances rouges vifs peuvent souvent être observées autour du sombre périmètre de la Lune. Avec toutes ces caractéristiques réunies, l'éclipse totale est un spectacle époustouflant, à chaque fois différent et toujours éphémère. À cause de la vitesse à laquelle l'ombre de la Lune traverse la surface de la Terre, une éclipse totale ne dure en général que quelques minutes. À la dernière seconde, juste avant que le disque solaire ne réapparaisse, une grande lumière apparaît soudain du côté où la Lune se retire, créant l'illusion d'une bague en diamant étincelante dans le ciel. Pour ceux qui observent l'éclipse, la bague en diamant est un des cadeaux d'adieu de l'éclipse solaire et la confirmation que quelque chose de vraiment incroyable vient de se produire. Sur les plaines froides et sèches de Mars, le Soleil brille d'un éclat faible et pâle. Mais même s'il est très loin de la planète, les éclipses du Soleil sont très fréquentes. Mars possède 2 lunes en orbite, qu'on peut voir passer devant le Soleil depuis la surface martienne. Aucun humain n'a jamais pu être témoin de ce spectacle, mais Curiosity, le rover de la NASA, a pu y assister et nous envoyer des images. Voici une vue de Curiosity d'une éclipse solaire sur Mars. Vu que les lunes sont petites et de forme irrégulière, le Soleil n'est jamais entièrement masqué. Même si c'est intéressant, les effets d'une éclipse solaire martienne ne sont pas particulièrement spectaculaires. Sur Terre, c'est une toute autre histoire. Ici, les éclipses ont pour habitude de faire une forte impression partout où elles apparaissent. Dans certains cas, elles ont même influencé le cours de l'histoire. En mars 1504, Christophe Colomb s'échoue sur une plage en Jamaïque. Un livre de table astronomique le prévient d'une éclipse solaire qui aura lieu très prochainement. Il se sert de cette éclipse pour impressionner les tribus locales en faisant semblant de contrôler cet événement et en les persuadant de fournir de la nourriture à son équipage.
2 siècles plus tard, en juin 1806, pour répondre à un défi des autorités américaines, un chef spirituel Shawnee du nom de Tenskwatawa motive ses partisans en prévoyant une éclipse totale du Soleil. Sous la direction de son frère Tecumseh, ses partisans finiront par jouer un rôle décisif dans la guerre de 1812. Au même moment, un astronome espagnol du nom de José Joaquín de Ferrer se rend aux États-Unis pour observer l'éclipse de juin 1806. On pense que c'est lui qui a inventé le terme de couronne solaire pour décrire ce qu'il a observé autour du Soleil éclipsé. La science des éclipses connaît une nouvelle révolution 30 ans plus tard, quand Francis Baily, un agent de change à la retraite sans formation particulière en astronomie, se rend en Écosse pour observer une éclipse solaire. L'éclipse n'est pas totale parce que la Lune se trouve alors à un point plus éloigné que d'ordinaire dans son orbite. Cela signifie qu'elle est trop petite pour recouvrir entièrement le Soleil. Ce que Baily a vu est aujourd'hui appelé une éclipse annulaire, pendant laquelle la partie exposée du Soleil forme une bague ou un anneau autour de la Lune. Baily remarque qu'à certains endroits, l'anneau est si fin qu'on peut deviner les silhouettes des montagnes lunaires à sa surface, ce qui fait que l'anneau ressemble plus à une succession de perles ou de grains. Depuis ce jour, on appelle cet effet les grains de Baily. Le récit que fait Baily du phénomène intrigue à tel point qu'en 1842, de nombreux astronomes viennent voir l'éclipse suivante en Europe. La science des éclipses est passée à la vitesse supérieure. Durant les décennies qui suivent, plusieurs découvertes clés ont lieu pendant des éclipses solaires. Mais l'éclipse la plus décisive d'un point de vue scientifique est sûrement celle qui s'est produite en 1919. Quelques années plus tôt, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité générale, qui relie l'espace et le temps et prédit que la gravité peut faire plier la lumière. Cette théorie offre une toute nouvelle manière d'entrevoir l'univers. Le défi est de parvenir à la prouver. On comprend très vite que lors d'une éclipse totale du Soleil, il est peut-être possible de voir si la gravité du Soleil a un effet sur la lumière que renvoient les étoiles qui se trouvent derrière lui. Des étoiles qui seraient normalement trop difficiles à observer quand le Soleil brille à proximité. Au printemps 1919, une expédition menée par un astronome britannique du nom d'Arthur Eddington est organisée pour tester la théorie d'Einstein. Le 29 mai, jour de l'éclipse, Eddington se réveille sur une île au large de la côte ouest de l'Afrique. Mais le temps est couvert et il pleut. Par miracle, 18 minutes avant la totalité, les nuages finissent par s'écarter. Eddington observe le Soleil à travers les quelques éclaircies et parvient à effectuer les mesures cruciales. Quand il présente ses résultats en Angleterre, il montre que les étoiles à l'arrière du Soleil ont bougé, tout comme la théorie d'Einstein le prévoyait. Au début, aucun de ses collègues n'est convaincu. Mais la nouvelle se répand très rapidement, et le monde entier apprend le nom d'Einstein en à peine une nuit. De nos jours, les effets de la gravité sur la lumière sont devenus un outil essentiel à l'étude de l'espace. On peut s'en servir pour transformer de grands amas de galaxies en énormes lentilles naturelles qui peuvent magnifier notre vision des confins de l'univers. Et tout est parti d'une éclipse du Soleil. 100 ans après Eddington, la chasse aux éclipses n'est plus réservée aux scientifiques. C'est presque devenu un sport. À chaque fois qu'une éclipse totale a lieu dans un endroit intéressant, des milliers de personnes s'y rendent pour y assister. C'est une expérience vraiment extraordinaire. Mais un jour, cette expérience n'aura plus jamais lieu. Les éclipses solaires ont lieu parce que la Lune et le Soleil semblent être exactement de la même taille dans notre ciel.
Ce résultat est purement magique. C'est une pure coïncidence. Comme nous le montrent les relevés antiques des éclipses, la rotation de la Terre ralentit à mesure que le temps passe. En conséquence, la Lune s'éloigne de plus en plus de notre planète. À terme, la Lune ne paraîtra plus assez grande pour masquer entièrement le Soleil. Les astronomes estiment que la dernière éclipse totale du Soleil de l'histoire de la Terre aura lieu dans 600 millions d'années. Ça nous laisse quelques chances de plus pour assister à l'un des spectacles les plus incroyables de l'univers. Mais pourquoi attendre? Les éclipses sont une merveille de la nature qui semble avoir été créée pour l'émerveillement de l'homme. Elles nous rappellent aussi que même sur Terre, nous vivons dans une réalité cosmique bien plus vaste. Une réalité qui semble ne connaître aucune limite quand il s'agit de nous enchanter.